Et bonsoir les factieux, bienvenue dans Morale Politique, votre émission où on parle de politique avec des faits et pas de la morale. Au sommaire, on va commencer par deux petites affaires, hein. Une dont vous avez... Salut Freya. Une dont vous avez peut-être entendu parler une fois ou deux ici, c'est l'affaire du fonds Marianne. On a eu des nouvelles informations et l'affaire des menhirs de Carnac. Gros dossier ça aussi. On va parler un peu d'Emmanuel Macron. On va parler un peu des intervilles, des mises à niveau des luttes, comme d'habitude, l'Assemblée de la honte, et puis on va finir sur une information que j'ai trouvée peu de temps avant le live, donc je l'ai placée à la fin. Au moins, c'est l'information de dernière minute, elle aura 3 heures au moment ça fera 3 heures que je l'aurai trouvée quasiment à la fin du live, mais vous comprenez l'idée. Maintenant que le sommaire est fait, vous prenez votre oreiller pour hurler dedans, votre seau à vomi si vous êtes sensible, et puis c'est parti pour l'émission. Alors, première affaire, première partie, affaires diverses, l'affaire du fonds Marianne, avec les auditions de Marlène Schiappa et d'autres responsables des associations qu'elle avait financées au Sénat. Pour reprendre toute l'affaire du fonds Marianne, histoire que vous ne soyez pas perdus, hein, c'est un truc dont on entend parler une fois tous les 2 mois, il faut le reprendre. C'est après l'assassinat de Samuel Paty, il y a 2,5 millions d'euros de dons qui ont été récoltés et qui ont fini dans un fonds spécial, donc le fonds Marianne. Celui-ci était géré par Marlène Schiappa. Sérieux, qui a cru que ça se passerait bien? Et ce fonds a été destiné à financer des associations luttant contre la radicalisation et le séparatisme en ligne. Et ça devait être destiné à financer des nouveaux projets. Et ça, il faut le retenir. Parce qu'après quelques recherches, donc il y a des journalistes qui ont un peu gratté sur le sujet, savoir ce que devenaient quand même ces 2,5 millions d'euros. Ils se sont aperçus que les associations en question n'avaient pas vraiment répondu au cahier des charges. Il y a des associations qui ont fait des vidéos pour critiquer les adversaires de Macron, donc pas de lien du tout avec Samuel Paty ou le séparatisme ou la radicalisation, hein. Elles sont sorties un peu pendant la campagne présidentielle, un peu après tout ça. Donc en termes de quand ça, enfin d'impact sur les votants, bon, on verra non. En termes d'impact sur les votants, sur les votes, c'était pas très important puisque il y en a parmi celles qui ont eu le plus de sous, elles ont fait 200 vues sur Instagram. C'est-à-dire à peine 2 fois plus que moi qui suis pas rémunéré, ni le monteur qu'on salue ici, Jordan. On n'est pas rémunéré et pourtant on arrive à faire quasiment la moitié de ce qu'ils font. Autant imaginer ce qui se passe si un jour on arrive à en tirer des fonds. Imaginez la connerie. Il y a des assos qui ont juste fait leur projet habituel, comme genre Conspiracy Watch, qui était ciblé pour sa partialité. Ils ont juste refait continué à faire ce qu'ils faisaient. Bref, c'était pas fameux. Et, ces assos ont été interrogés bah, par le Sénat, parce que le Sénat a ouvert une enquête pour savoir ce qu'il advenait de ces fonds publics. Et comment dire? Les enfants, c'était n'importe quoi du début à la fin. Mais là, les 2 derniers qui ont été interrogés, donc un monsieur que vous allez voir, monsieur Sifawi, heu, insupportable au possible, et Marlène Schiappa, qui est pas mieux. Donc monsieur Sifawi. À mon modeste niveau, j'assume mes responsabilités. Mon erreur est d'avoir fait confiance à Madame Schiappa. Les gens engagés ont parfois la naïveté de croire que les autres sont aussi engagés qu'eux. Ça veut dire, c'est pas moi le problème, c'est les autres, hein, non, on lui a demandé de faire un projet, on lui a donné le cahier des charges, il a rien foutu, enfin il a rien foutu de ce qu'il devait faire et ensuite il est en train de dire que, c'est la faute de Marlène Schiappa. Non, la faute c'est que Marlène Schiappa n'ait pas retiré l'argent. Alors, il y a ça.
C'est incroyable comme il se renvoie. Ah non, mais lui, il est terrible. Il a été, mais d'une agressivité. J'ai pas fait tous les screens parce qu'il y en avait plein. On va voir le deuxième. Dans votre contrat, votre rémunération est à temps plein. Et dans le même temps, vous avez une activité de consultant. Comment faites-vous? J'ai une capacité de travail bien supérieure à la normale, affirme Mohamed Sifawi. Le mec, quand on lui dit comment vous arrivez à faire 2 temps plein en même temps? Non, non, mais moi, j'ai une capacité de travail supérieure à la normale. Quand il y a quelqu'un qui arrive et qui fait ouais, je voudrais avoir plus d'informations, vous répondez pas. Si, si, je réponds. Et puis, m'invectivez pas comme ça. Le mec a été insupportable le melon absolu. C'était vraiment une horreur. Le mec, du début à la fin, il était insupportable. Et ça n'a pas été le seul à être insupportable. Parce que on a Madame Chiappa qui a été interrogée. Je vais pas tout vous lire avec la voix, mais grosso modo, elle nous a dit ouais, non, mais je sais pas, j'avais pas ces informations-là, j'ai machin, j'ai truc. Et elle a même dit que Mohamed Sifawi, elle l'avait jamais rencontré. Il y a plein de photos de Mohamed Sifawi avec elle, plein de temps avant, dans des réunions pendant le Covid, dans ce genre de choses. Sifawi qui bouffe avec Enthoven, avec Aurore Berger, donc qui est pas non plus une des dernières de Renaissance, ce genre de truc. Et elle dit non, mais je l'ai jamais rencontré. Ouais, mais il s'est ramené 6 fois dans votre secrétariat d'État, dans votre ministère. Ouais, ouais, mais je l'ai jamais rencontré, je sais pas ce qu'il s'est dit. Ce qui a fait que ça a été terminé comme ça à peu près. Enfin, le résumé, c'est ça. Vous n'oubliez pas tout de votre vie quand même. 3h10 d'audition de Marlène Schiappa, résumé en 1 minute et 8 secondes. Bon, en une phrase, c'est... En une phrase, c'est suffisant, hein. C'est vraiment. Ah non, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il y a quelque chose dont vous vous souvenez, madame? Ah, insupportable du début à la fin. Et il y a, en plus de cette affaire, enfin, dans cette affaire, il y a quelqu'un. Les gens ont une bonne mémoire des fois et s'inquiètent pas mal de ce que Marlène Schiappa a pu faire dans ses anciens trucs et se sont souvenus de quelqu'un qui a participé à son secrétariat, enfin qui était un de ses conseillers et qui était assez sulfureux. Il a même fait, en fait, il est tellement intervenu avec un faux compte Twitter en disant oui, un compte de soutien. Non, c'était un conseiller qui avait le truc. Il s'appelle Mathieu Pontécaille et il avait fait un compte de soutien à Marlène Schiappa qui s'appelait Avec Marlène. Ah oui, et puis il y a des gens aussi qui ont appelé à ce que Marlène Schiappa démissionne. C'est pas trop mal. Mais elle a fait quoi en fait à l'Assemblée à part rendre les femmes ridicules? Attends, 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 attends. Parce que ça, on sait ce qu'elle a fait. Ça arrive juste après. Pardon, je tourne en boucle dessus, mais il y a un nom qui n'est pas du tout sorti avec cette affaire pour Marianne, et c'est celui de Mathieu Pontécaille, ex-conseiller com de Schiappa, harceleur de féministes, passé au CIPDR en février-septembre 2021. Mathieu Pontécaille, donc, un des conseillers de Schiappa, qui envoyait des petits messages bien sentis. C'est Mathieu Pontécaille qui, pendant les débats de l'article 2 de la loi Schiappa, gérait le compte avec Marlène qui taxait les femmes victimes de violences sexuelles de collaborer avec les agresseurs. Vous êtes une injure à toutes les victimes et survivantes qui œuvrent depuis des années pour que personne ne subisse l'enfer qui a été le nôtre et qui persiste dans chacune de nos cellules. Vous êtes aussi méprisante que celle que vous défendez. Quelle cause défendez-vous? Pas celle des victimes, assurément. Vous envoyez le message aux agresseurs qu'ils seront moins punis, alors que c'est tout le contraire. C'est une dangerosité sans nom, irresponsable. Voilà. Et pour terminer un peu, la loi Schiappa, c'est celle qui avait discuté de l'âge de consentement et de passer tout de suite, de passer automatiquement en atteinte mineure ou ce genre de choses. Et où on nous avait dit à l'époque, non, non, mais c'est fait pour protéger les mineurs, etc. Là, L'article 2, loi Schiappa portait sur l'absence de l'âge de consentement, ironie de l'histoire Mathieu Pontécaille, qui à l'époque harcelait celles qui militaient pour la fixation d'un âge de consentement, est rentré dans l'agence de com qui conseillait Monseigneur Barbarin. Les travaux d'évaluation de l'article 2, loi Schiappa, ont montré que non, cet article n'a pas permis une meilleure protection des mineurs.
Un harcèlement comme mode d'action politique au détriment des victimes et de la société dans son ensemble, un peu comme le font Marianne. Voilà. Donc, vous oubliez pas, hein, je sais pas si je l'ai dit, redit, mais on va le répéter au cas où, hein. Le coussin pour hurler et le saut à vomi si vous êtes sensible, parce que c'est nécessaire. Voilà. Mais effectivement, c'est un nom qui manque un peu dans cette affaire. Hein. Je sais pas, Monsieur Pontécaille, est-ce que vous pouvez répondre à ce que vous faisiez aussi à ce moment-là? Ouais, sans commentaire. Et comme je suis passé un peu vite, on va reprendre le magnifique tweet à l'Assemblée nationale. Madame Chapin, vous avez permis, peut-être organisé, l'instrumentalisation ignoble de l'assassinat de Samuel Paty. Comment la honte ne vous a-t-elle pas encore ensevelie? Je trouve que la phrase est assez claire. Ah, derrière ça, ah oui, on va arriver sur l'affaire des menhirs de Carnac. Je vais vous couper ça pendant 2 secondes. Alors l'affaire des menhirs de Carnac, elle est un peu longue à expliquer, donc je vous ai fait une version un peu taillée dans le gras pour que ça puisse être fait en moins d'un quart d'heure. Normalement, j'en aurais pour 1 minute 30 à tout casser. Donc le maire de Carnac, Olivier Lepic, a validé la construction d'un monsieur bricolage sur la commune de Carnac. Le lieu le plus célèbre en France pour ce qui est des pierres dressées. Normalement, vous avez probablement tous entendu parler de Carnac, de tous les menhirs dressés comme ça à la suite. Et donc le maire a décidé qu'il allait valider la construction d'un monsieur bricolage. Sauf que sur l'emplacement qui a été décidé pour le monsieur bricolage, il y avait 39 menhirs recensés. Alors recensés, pas avec des trucs de visite, etc. C'est des trucs qui venaient d'être découverts, qui avaient été relativement datés, qui étaient même bien, enfin, c'était bien recensé pour le coup euh, sur le truc, enfin sur les sites spécialisés. Comme vous pouvez le voir, Le hic, c'est que cette zone, située aux abords du tumulus Saint-Michel, était référencée depuis 2015 sur l'Atlas des patrimoines, un catalogue en ligne établi par la DRAC, recensant les sites archéologiques présents. C'est un site également fait pour que les élus aillent le consulter pour tout permis de construire, souligne Christian Obels. donc voilà, il y avait un site, il y a un truc qui dit là il y a des menhirs, arrêtez les conneries, c'est ça qui devait passer au sein du patrimoine de l'UNESCO. Et le maire a décidé que, en fait, non. Le rapport de l'INRAP, Institut national de recherche archéologique préventive, qui résultait des fouilles, avait conclu à la découverte probable d'un alignement mégalithique inédit en avril 2015. Le site comprenait deux fils de petites stèles en granit se déployant chacune sur une cinquantaine de mètres de long. Le permis de construire avait alors été retoqué. Les petits menhirs du chemin de Montauban constituaient sans doute l'un des ensembles de stèles les plus anciens de la commune de Carnac, jugé par les datations carbone 14 obtenues en 2010 sur le site voisin de la CA de Montauban. Bon, par contre, effectivement, l'article dit que les datations carbone 14, on n'est pas forcément capable de les retrouver. Mais c'est pas très étonnant quand on sait à quel point c'est rigoureux comment dire, la conservation de certains résultats dans certains milieux. Je ne ferai pas plus de commentaires sans la présence de mon avocat. Mais, mais voilà, ce qui m'a poussé un peu à parler de ça, c'est qu'il y a des gens, notamment dans les médias, ils ont tous servi la soupe aux maires et dans les politiciens aussi. Nous avons un certain Jean Massier qui, lui, fait aussi de la politique sur YouTube. Là, vous avez monsieur Éric Laëdec, qui est un chercheur, bon, lui, il traite d'astronomie en général, mais qui se permet de tacler, enfin, Jean Massier se permet de tacler. Ce genre de tweet qui relie la fake news faisant des blagues ont une lourde responsabilité sur les menaces dont sont victimes le maire de Carnac et sa famille, aujourd'hui sous protection policière. Devront-ils rendre des comptes si un malheur devait arriver? Alors, premièrement, oui, il ne faut pas aller menacer des maires qui font n'importe quoi. Par contre, numéro 2, faut pas dire que c'est des fake news alors que ce sont pas des fake news, hein, suffit de retrouver les informations rapidement. 3, depuis quand faire des blagues, c'est interdit, enfoiré? Gentiment, hein, quand même, d'habitude, les gens que je traite d'enfoirés, c'est que je les déteste pas profondément. Quand, j'ai de la détestation, ça se voit au précédent épisode, hein. Mais non, on a le droit de faire des blagues.
Et par contre, effectivement, il faut pas aller harceler les gens. Et il y a quelqu'un d'ailleurs en dessous qui lui a fait remarquer que, enfin, où est la fake news? En écrivant ce tweet, vous faites partie des comptes qui s'expriment sans connaître le sujet. Il s'agit bien d'un site archéologique qui n'aurait pas dû être construit, en tout cas pas sans fouille préalable complémentaire. Pour plus d'informations, voir le site de ce qui est dédié. Absolument. Faillite administrative, faillite médiatique, faillite des réseaux sociaux, résultat un air menacé et chacun pointe l'autre du doigt, c'est trop facile. Faillite administrative, bah, c'est le maire. Faillite médiatique, bah, c'est les médias qui ont dit non, mais en fait, il n'y a rien, alors qu'il y a bien des trucs. Et que lui se permet de dire non, mais il n'y a rien. Et faillite des réseaux sociaux, bah, le jour où tu pourras contrôler les réseaux sociaux, tu m'appelles, hein. Parce que le maire en personne, il se défend. Oh, la photographie des soi-disant 39 menhirs, en fait 4, En fait, tu sais pas, t'es pas spécialiste. Il y en a peut-être qui sont sous les débris, sous les machins. sans certitude scientifique. Ah bah en fait, si, arrête de raconter des conneries. Malheureusement détruit, c'est vrai, dans la zone artisanale et commerciale de Carnac, à 2,5 km des alignements et dont le plus haut mesure 60 cm. Et Skimboard, une protection des gendarmes, mon épouse et mes filles menacées et insultées. Alors, donc on répète, faut pas aller menacer, insulter les gens. Par contre, t'attends pas à des réactions gentilles si t'es aussi puant et supportable que ça. Parce que tu n'es pas archéologue pour pouvoir dire ce qu'il y a un menhir ou pas, tu n'as aucune compétence là-dedans. On rappelle pour nos auditeurs, ou on apprend à nos auditeurs que Monsieur Lepic, le maire de Carnac, son boulot, donc il est maire, il est secrétaire général à Capgemini et il est chercheur associé dans un think tank un peu néoconservateur. Et Capgemini, je vais peut-être faire un petit truc qui fera en sorte que toute cette première partie, c'est poussez pas, tout le monde va être condamné. Capgemini, c'est un des gros clients de Monsieur Bricolage. Si jamais il y a une enquête pour conflit d'intérêts ou autre, ça me surprendra même pas. On va quitter notre très chère Bretagne et puis on va parler un peu de celui dont on parle beaucoup trop, notre très cher Prési-Roi, Manu Lambrouille. Il a décidé de relocaliser en France la production de médicaments. Nous investissons plus de 160 millions d'euros pour renforcer notre souveraineté sanitaire et relocaliser en France la production de nos médicaments essentiels. Voilà, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a 450 médicaments en rupture de stock en France. On est face à une pénurie de médicaments comme jamais on aurait pu imaginer dans un 21e siècle, surtout après une crise sanitaire mondiale. Bah si, en fait, on est en rupture de médicaments et ça s'arrange pas. Et il a décidé on va rapatrier. Le petit problème, c'est que cette annonce, ce genre de choses, il avait déjà dit, eh ben, en 2020, avant même, enfin au début de la crise sanitaire, enfin pendant la crise sanitaire, et il l'avait même dit en 2016 quand il était ministre de l'économie. Autrement dit, ça fait depuis ouais, 7-8 ans qu'il est sur le dossier à dire ça, mais ah bah, plus que ça, 9 ans. Ça fait 9 ans qu'il devrait être sur le dossier. Et bon, bah, pas très efficace, hein. Et puis 160 millions, on va voir que c'est pas forcément très utile, pour une raison toute simple. Peut-on vraiment se réjouir des annonces d'Emmanuel Macron sur la relocalisation de la production de médicaments en France? Si à première vue les choses semblent aller dans le bon sens, la pénurie va malheureusement encore durer. Explication. J'ai pas pris toutes les explications, c'est 13 tweets, vous avez autre chose à faire que m'écouter dire ça. Enfin, tout vous raconter. Je vous ai pris que le mieux. D'abord, ce plan ne concerne que 50 médicaments et se fera en 2 temps. La moitié de la liste ne sera produite en France que d'ici 2028. C'est un peu long quand même, hein. Selon le baromètre des droits des personnes malades 2023, publié par l'ASSO, 37% des Français ont fait l'expérience d'au moins une pénurie de médicaments cet hiver.
C'est 8% de plus qu'en 2022, une augmentation conséquente. Inverser la tendance prendra du temps. Ah oui, et puis il y a un tweet que je vous ai pas pris, mais qui va tout à fait dans ce sens-là, c'est que... Ah si, ouais, je l'ai pas lu, il est dessus. Pour Santé Global, censé 450 médicaments essentiels, quid des 400 autres molécules à produire. Voilà, donc, il y a 450 médicaments qui manquent, qui sont en pénurie, qui sont essentiels. Non, il y en a 450 qui sont essentiels, il y en a 5000 qui sont en pénurie plus ou moins chronique, et il y en a 50 d'ici 2028 qui seront produites en France. Vous voyez l'efficacité, vous? Là. Et bon, de toute façon, là déjà, Macron, il m'avait un peu énervé, puis j'ai été obligé de chercher des informations, et il m'a vraiment beaucoup plus énervé derrière. Vous savez pourquoi il m'a énervé? Parce que il s'est déplacé, et on va ouvrir les intervilles du Sbeul. Il s'est déplacé en Ardèche, et donc maintenant l'Ardèche, bah, Macron sera en Ardèche ce mardi. le tweet date un peu avant. En raison de la visite du président de la République en Ardèche, les routes seront fermées une partie de la journée ce mardi 13 juin dans la départementale 86. Ah là, il était en Ardèche, il a foutu à peu près autant de bordel en Ardèche que Villebrequin avait pu foutre de bordel dans la Nièvre avec le Merguez Tuning Show. Sauf que lui est tout seul, eux au moins ils étaient deux avec un multiplat, c'est quand même un peu mieux. Et ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il a mis une débauche absolument sécuritaire, il a bloqué un quart du truc, c'était complètement con. Et ben, l'Ardèche est repassé devant la Drôme pour les intervilles du Sbeul. Regardez, c'est n'importe quoi. L'Ardèche est en 14e et la Drôme est en 25e. Si c'est pas une honte, c'est une honte, messieurs, dames, c'est une honte, c'est terrible. De toute façon, on peut dire c'est terrible, ils vont nous battre au 100 jours de Sbeul, mais même s'ils venaient être premiers, ils auront toujours pas de train et ils auront toujours pas d'autoroute. Donc à la limite, c'est terrible, mais bon, qui gagne? Ah là, voilà. Parce que c'est drôle de tacler un peu nos amis ardéchois quand même. Ensuite, Paris repasse en tête du Sbeul grâce à la réouverture du musée de l'histoire de l'immigration. Casserolé l'idée par Darmanin, ça ne s'invente pas. Et Macron fait progresser ça de 23 rangs et l'Ardèche de 10. Hein. par contre, sur cette histoire de musée de l'immigration, c'est sûr que ça allait faire venir du monde, soit à gauche, parce qu'ils n'aiment pas l'histoire de l'immigration, parce qu'ils considèrent que c'est encore trop léger la manière dont on peut le dire, et à droite, parce que le musée de l'histoire de l'immigration avait vraiment fait en sorte de fâcher le maximum de personnes qui s'y connaissent un peu en histoire. C'est fou tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France. En montrant Louis XIV. Pourquoi il serait étranger? Bah, parce que sa mère est espagnole et sa grand-mère autrichienne. Et là, je vais vous mettre le meilleur résumé de cette idée, à quel point c'est dégueulasse. Bon, vous en voyez qu'une toute petite partie, celui qui a fait le résumé, c'est Georges Kuzmanovic, le président de République souveraine. Et en fait, comme le texte était trop long, je voulais que cette partie-là. Que je sache, Louis XIV est né en France, d'un père français né en France et d'une mère devenue française par mariage. Même Vichy ne l'aurait pas considéré comme étranger. Mais les ignares qui dirigent le musée sous Macron, oui. Je trouve que c'est parfait, ça tacle parfaitement comme il faut. Ah ouais, le tacle est propre et beau. Comme quoi, Macron fait pire que Vichy. Oh, mais ça, on le savait déjà. Euh, la- Après la rubrique des intervilles, ça se résume un peu à ça, parce que, bah, faute à l'essoufflement du mouvement. Mais de toute façon, je
Je rappelle que malgré le fait que ce soit aussi famélique et qu'il y ait aussi peu de choses qui se passent, ne lâchez rien. Comme le Ratel, ne lâchez rien. Et pensez à voir les produits sur la boutique. Ils sont magnifiques. Bon, allez, on va passer au suivant. La mise à niveau des forces. On a des choses. On a des choses, on a des choses. En premier lieu, on célèbre les 9 ans d'arrivée des Windows 98 à la préfecture de Nanterre. 14 juin 2014, Nanterre, les fonctionnaires de la préfecture célèbrent l'arrivée de Windows 98 dans leurs locaux. Ah. La régie me fait signe que c'est un tweet du Gorafi et que ça a été démenti par la préfecture. Regardons plus en détail. Désolé, le Gorafi, on travaille sur Mac. J'avais envie de vous faire rire un peu, c'est pas forcément beaucoup dans mes épisodes, ce genre de petites blagues entre un média satirique et puis une administration officielle. La seule chose comment dire, que je pourrais reprocher, enfin que je pourrais dire à propos de cette blague vraiment, c'est que j'aimerais bien qu'elle soit déduite de mes impôts. C'est drôle, hein, mais mes impôts servent pas à payer des blagues. Il y a des moments, il faut être un peu. Ils ont un boulot. Qu'ils fassent leur boulot plutôt que des blagues. En plus, faudrait. Enfin. Ce qu'ils sont très bons en blague. Voilà, ça m'a fait sourire, ça m'a pas fait exploser de rire. Est-ce qu'ils sont très bons pour faire leur boulot, la préfecture des Hauts-de-Seine? Bah, je laisserai les habitants des Hauts-de-Seine dire si la préfecture fait bien son boulot. Ensuite, un peu plus sérieux. La cache Marian est adoptée. Cette loi véritablement scandaleuse criminalise la pauvreté et la lutte contre la gentrification. Prétendre viser des squatteurs, elle s'attaque aussi bien aux prolétaires qui sont dans la possibilité de payer leur loyer. Résultat, expulsion accélérée et amende de 45 000 euros, plus 3 ans de prison si vous êtes un méchant squatteur. Et promouvoir un squat est désormais un délit passible de 3 750 euros d'amende. Hashtag les proprios sont des parasites. Cette dernière phrase, vous la gardez en tête, on va en reparler. Parce que, donc, l'État, sous la justification de lutter contre les squats de maison, va encore augmenter la possibilité pour les bailleurs de se retourner vite contre leurs locataires. Hein. Parce que le squat, c'est pas. Enfin, ils visaient le squat, mais ils ont un peu élargi ce qui allait être touché. Plus précisément, c'est ça qui pose problème. La proposition de loi accélère par ailleurs les procédures en cas de loyer impayé. Il est prévu notamment de manière systématique dans les contrats de bail une clause de résiliation de plein droit. Activer cette clause permettra à un propriétaire d'obtenir la résiliation du bail sans avoir à engager une action en justice et de pouvoir ainsi obtenir plus rapidement une expulsion. Voilà. Il faut garder à l'esprit sans avoir à engager une action en justice. Donc, exit la justice dans le processus. Ça va dépendre des décrets d'application, mais ça pue quand même très fort. Mais pour avoir aussi un petit avis là-dessus, je pense que l'ajout du délit de propagande publicité qui est marqué un peu plus haut dans le texte, franchement, c'était juste un sénateur dont le fils est ou le gamin c'est un hippie qui se dit avec ses potes de fac, viens on va ouvrir des squats plutôt que réviser nos partiels, et le sénateur ou la sénatrice pas content a fait ouais mais si je fais ça comme ça il va pouvoir se bouger le cul. Je suis sûr, il n'y a pas d'autre explication, hein, parce que franchement, les tutos pour ouvrir des squats ou autres, ça court pas les rues. Ça existe, mais c'est tellement anecdotique que. Voilà. Et puis les squats, s'il faut virer tous les squats de gaucho hippie, bah en fait, ils vont juste se déplacer. Ça sert à rien. Et puis taper chez papa-maman entre deux squats. Donc ça sert à rien. Là, là.
Et puis, mais après pour le reste, si c'est utilisé pour, toutes les personnes qu'on accuse de squatter parce qu'elles payent un loyer à des personnes à qui elles devraient pas payer de loyer, ça arrive pas mal. Des gens qui disent: «Je suis prêt à vous louer un appartement, hein, même s'il m'appartient pas» et ils font, payer vachement moins cher, mais donc résultat, l'appartement, comme il leur appartient pas et bah, les mecs sont absolument impossibles à retrouver. Et tous ceux qui sont dans l'appartement, ils pensent avoir un truc de location, classique et en fait, ils vont se faire virer à la fin. Ces familles-là, elles devraient pas être, virables aussi rapidement quand même. Si elles se sont fait avoir, elles devraient pas être, c'est elles qui vont être touchées par la loi en théorie. Et pas forcément sous location, même juste des appartements qui sont, pas occupés pour X, Y raison. J'ai vu plein dans mon ancien boulot, j'ai vu plein d'appartements qui n'étaient pas occupés depuis un certain temps parce que, trop vétustes, trop et les propriétaires n'ont pas le temps, pas les moyens ou pas l'envie. Pas l'envie, c'est effectivement après, mais s'ils ont pas les moyens, de payer des réparations pour que le logement puisse à nouveau être, considéré comme, pouvant être loué et bah, il y a des gens en fait, ils arrivent, ils ouvrent l'appartement, qui est pas loué. Comme les proprios, bah, ils sont un peu en mode, bah, on n'a pas les moyens pour le moment, donc ils y retournent pas pendant des mois ou des années parfois et quand ils y retournent, ils font: Mais il y a quelqu'un en fait, dans cet appartement?» Heu et en fait, bah, voilà, c'est des familles qui sont là, qui ont des quittances de loyer, mais qui valent c'est juste du papier où quelqu'un a marqué, «C'est à moi, vous louez pourtant» et en fait, les gens n'ont pas vraiment un vrai contrat de enfin, ils louent, mais à quelqu'un qui n'est pas propriétaire et ça arrive quand même relativement souvent. Il y a aussi les gens qui entre 2 ventes, d'appartements ou de maisons, bah, il y a le propriétaire qui s'est barré, enfin l'ancien propriétaire qui s'est barré, qui a retiré ses meubles, qui a mis sa maison en vente pendant des mois. Des gens qui sont arrivés, qui ont fait: «Bon, bah, la maison est vide, on l'occupe» et le nouveau propriétaire, après que ce soit, que la maison a été vendue et bah, il arrive, il fait: «Mais en fait, il y a du monde, mais c'est chez moi» et si les gens peuvent prouver qu'ils sont là depuis plus de 48 heures, ils sont impossibles à virer, rapidement. Enfin. Donc, vous avez des cas où en fait, les gens sont là, ils pensent être là de leur bon droit, mais il y a le vrai propriétaire qui va se ramener, qui va faire: «Toc toc toc, bonjour, c'est moi le propriétaire, vous avez rien à foutre chez moi» et c'est eux qui vont se faire virer très rapidement et ce genre d'arnaque, ça existe quand même dans de nombreux cas, il y a plein de reportages pour dire que ça existe. Il y a les squatteurs illégaux, oui, mais les squatteurs illégaux dont j'ai entendu parler, il y a quand même pas mal de bobos hippies, qui ont juste pas, qui s'entendent juste plus avec leurs parents et qui savent pas qu'ils peuvent demander à leurs parents quand même de subvenir à leurs besoins si, ils sont dans les études et qu'ils ont pas encore de revenus. Et qui disent: «Ouais, on va plutôt, se faire une petite, crise d'adolescent à 20 ans, 25 ans, pendant qu'on loupe nos années de fac et on s'installe dans un endroit où on paye pas le loyer». Ça existe pas mal, hein, notamment certains twitchers que je ne citerai pas, mais qui faisaient plein d'émissions comme quoi il était, oui, bah, oui, mais Montélimar, c'est différent, c'est différent. C'est le tiers-monde. Ouais, ouais, il y en a une qui s'est marrée quand j'ai dit que Montélimar, c'est le tiers-monde. Mais voilà, la loi va surtout cibler des gens qui étaient déjà dans la merde. Et puis j'avais une petite chose à répondre à, ce tweet. Vous vous souvenez, le hashtag «Les proprios sont des parasites». Je répondrai à cette bande de branle-couilles qui ont dit que les proprios étaient des parasites, que c'est pas les propriétaires que vous devez cibler, c'est les bailleurs. Parce que j'ai une voisine que je vois tous les jours promener son chien avec qui je discute. Elle est propriétaire, elle n'est pas en train de louer, elle est propriétaire de son truc. C'est pas une parasite, elle a payé pour son truc et elle profite de son logement. Elle le loue pas, elle est propriétaire. Pareil, le paysan qui est dans sa maison qui a été bâtie il y a 250 ans, il est propriétaire. C'est pas un parasite, il habite chez lui et en plus il se sert de sa maison.
Les le couple de quinquas qui a acheté son petit, pavillon en banlieue, son truc de 50 m² là, avec, que des pavillons strictement identiques, bah, il est pas parasite, il est chez lui. Vous visez les loueurs, vous visez les bailleurs, vous visez pas du tout les propriétaires, vous êtes hein, toujours se référer à la différence entre propriété privée et propriété personnelle. Tu achètes un appartement pour le louer à quelqu'un d'autre, c'est une propriété privée, tu as un appartement pour toi, c'est ta propriété personnelle. Et donc, résultat, tu cibles ceux qui ont des propriétés privées qui en tirent profit. Mais c'est vrai que les rentiers, c'est pas ce que je préfère dans le système, hein. En termes de parasites, c'est eux, effectivement, mais pas les propriétaires tout court. Ensuite, mise à niveau des luttes. Alors, il y a le Conseil de l'Europe qui s'inquiète un peu. Claf, le recours au 49.3 soulève des interrogations sur la séparation des pouvoirs, estime le Conseil de l'Europe. Cet article permet au gouvernement français de faire passer un texte sans se soumettre au vote des députés, comme récemment avec la réforme des retraites. Le Conseil de l'Europe rappelle qu'il est nécessaire de préserver l'équilibre des pouvoirs entre le Parlement et l'exécutif. Face à ce dispositif utilisé par le gouvernement français pour permettre l'adoption des lois sans vote de l'Assemblée nationale. Vers la fin de la démocratie parlementaire en France, en plus du 49.3, récemment c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui, sous pression de l'exécutif, a activé l'article 40 pour empêcher les députés de voter un texte jugé recevable par le bureau de l'Assemblée. On va reparler un peu de l'article 40 après, mais le Conseil de l'Europe s'inquiète du fait que en France, le gouvernement puisse faire passer des lois sans que l'Assemblée puisse voter. Bon, en réalité, il faut pas s'attendre à une grosse réaction. Ils sont en mode ah, c'est possible, mais ils ne réagiront réellement de toute manière que quand la France sera dirigée par un parti qui ne veut pas mettre la feuille de route de Bruxelles dans la loi. Hein, on rappelle la réforme des retraites, c'est quand même eux qui l'ont conseillé. Ah non, c'est pas qu'ils s'en rendent compte que maintenant, c'est simplement qu'il y a je sais pas combien de députés qui ont fait du barouf au Parlement européen et ils étaient obligés de dire quelque chose quand même, histoire de pas passer pour des cons. Même s'il ne faut pas oublier et vous connaissez peut-être la suite. Mais, mais voilà, eux, tant qu'il y a le parti politique en place appliquera leur feuille de route, ils feront ah oui, c'est préoccupant. Par contre, le jour où c'est plus un des partis politiques qui veut mettre leur feuille de route directement, ils vont dire que la France, c'est la nouvelle Hongrie, c'est terrible, c'est abominable, qu'il faut faire quelque chose contre. Eh bien, ce jour-là, ce sera trop tard, les gars. Ah là là. Ah oui, et puis ils réagiront réellement qu'à ce moment-là. C'est une prédiction pour dans 4 ans, vous pouvez la noter. Dernière mise à niveau. Le service national universel. On en a déjà parlé plusieurs fois. Eh ben, comment dire? Ils sont en train de chercher de plus en plus à l'imposer. La secrétaire d'État à la jeunesse Sarah El Haïry a annoncé que le service national universel, le SNU, sera intégré dès mars 2024 au temps scolaire, avec un stage de 12 jours pour les élèves de classe de seconde volontaire. Voilà. On l'impose de plus en plus. On l'impose de plus en plus avec une petite subtilité. Donc là, c'est sur le temps scolaire, hein, s'ils ont envie. Mais ils font en sorte que les élèves aient envie d'y aller. Pourquoi? Parce que cette charmante dame, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est l'autre enfariné du bocal qui a décidé ça, mais Et dans la même interview, elle affirme vouloir tripoter l'algo de Parcoursup pour donner un avantage aux volontaires. Un volontariat forcé à 15 ans qui déterminera donc l'avenir des élèves dans le supérieur. en gros, pour les élèves de seconde, il faut que vous fassiez. Ouais, mais Parcoursup, c'est déjà la merde, mais si vous voulez pas être recalé sur Parcoursup, les élèves, faites le service national universel.
C'est pas un ordre, c'est juste que ça vous donne des points en plus. Mais ça n'a rien à voir, hein. Un truc qui n'a rien à voir évidemment avec le niveau scolaire, qui n'a rien à voir avec ça. Heu, ah ouais, on va favoriser les élèves qui font ça. De quel droit en fait? À quel niveau? Pourquoi? Dans ce cas-là, ouvre plutôt un truc pour, soit le service national universel, soit les assos, soit plein de choses comme ça. Mais pourquoi, enfin, ouvre à plus de trucs que ça. Pourquoi tu veux absolument faire bouffer ton putain de SNU à tous les élèves? C'est quoi cette idée de merde? Pourquoi ils forcent comme ça? À part rappeler les heures les plus sombres de l'histoire avec, les 2, comment dire? Les 2 partis, enfin, systèmes politiques qui avaient, fait en sorte les désolé, hein, les 2 systèmes politiques qui avaient fait en sorte de faire des jeunesses, enfin, pour motiver la jeunesse, pour les mettre dans ce sens-là. Ils étaient, entre 1930 et 1900, enfin, plus 1920 pour l'Italie, mais ouais, après la Première Guerre mondiale, en Allemagne et en Italie, hein, pour bien rappeler des ouais, c'est ça, les fameuses jeunesses de monsieur H et de monsieur, Musso, mais avec un c'est pas Guillaume Musso, c'est l'autre Musso, Piccolini. Musso Piccolini. Voilà. Et on m'avait dit ça il y a quelques mois, j'étais en mode: «Non, mais t'abuses quand même» et là, c'est vendu de manière tellement dégueulasse, tellement forte et les gens sont tellement en mode: nique-toi, on s'en fout». Ça leur coûte tellement cher, ça leur coûte 2 milliards par an, 2 ou 3 milliards par an. Ils sont en mode, à chaque fois qu'il y a un village du SNU, il se fait casseroler, enfin, il se fait casseroler. À chaque truc comme ça et eux, ils sont en mode: «Ah mais on va forcer pour». Normalement dans un système cohérent, quand les gens, disent: «Non mais ça sert à rien et puis, cassez-vous et ça coûte trop cher», les gouvernements, ils enlèvent. Pourquoi ils veulent forcer là-dessus? Quelle est la putain d'idée là derrière? Et quand on me disait il y a quelques mois, ça ressemble quand même, à certaines jeunesses, j'étais en mode: «Ah quand même le truc est un peu osé, c'est pas aussi» mais qui force comme ça, c'est chaud. Et en plus, non seulement, le pire là-dedans, c'est ils forcent comme des connards, mais c'est même pas bien organisé. Suivi, l'an dernier, le canard enchaîné évoquait une colo hors de prix, rythmée par des levées de drapeaux qui coûtent près de 2 milliards d'euros d'argent public par an. Au programme, désorganisation et encadrement insuffisant, militaires retraités et animateurs BAFA. Rompés. Voilà. En plus, c'est mal organisé. J'ai vu des trucs, des témoignages sur, le premier jet du SNU là. Mais il y avait des bus à la base qui ont été annulés. Ils ont fait: «Non, mais en fait, venez plutôt en train, venez plutôt machin». Il y a des parents qui ont dû se déplacer sur 50 kilomètres pour aller mettre leurs gosses au lieu de rassemblement, de rendez-vous. À quoi ça sert? Non seulement ça rappelle les heures les plus sombres, mais en plus, il y a pas la rigueur germanique. C'est n'importe quoi. Ah, donc ça va être un gros truc très cher qui servira à rien. Ah, bah. Bon, on va parler on va arrêter de parler de la mise à niveau des luttes, on va parler de, notre assemblée nationale de la honte. Assemblée de la honte nationale, on verra, je suis en train de chercher un bon terme pour résumer la chose. On va parler, ouais, voilà, de ça, de cette horreur. Alors lundi, j'avais fait une grosse émission pour décrire tout le cirque que ça a été la motion de censure. Ouais, la honte nationale, c'est bien. Mais lundi, j'avais fait l'émission pour décrire toute la blague que c'était et donc la catastrophe démocratique, voilà, je l'ai noté, hein. Mais donc qu'est-ce que cette petite, catastrophe a donné plus tard comme, conséquence? Alors ça a pas donné grand-chose. Le truc dont on a le plus, parlé, c'est ça.
sanctionné pour avoir qualifié Yael Braun-Pivet d'agent de l'Élysée. Alors, c'est pas le seul, puisqu'il y a il y a un des groupes de gauche qui a sous-entendu la même chose, que il avait pas besoin de. Macron avait pas besoin de se ramener dans l'Assemblée nationale. Il y avait déjà le perchoir qui était soumis à son bon vouloir, ou un truc de ce style-là. Donc là, il est plutôt sanctionné parce qu'il a interrompu la première ministre. Voilà. Et qu'il a engueulé la présidente. Et Louis Boyard qui en fait, sa menace de sanction, c'est qu'il pourrait perdre jusqu'à un quart de son indemnité de parlementaire pour avoir foutu le bordel dans l'Assemblée nationale. Et il a répondu très simplement que quand on lui dit vous pouvez perdre jusqu'à un quart de votre indemnité parlementaire, et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu bon, c'est pas grave, ça veut dire qu'il me reste encore 3 fois pour gueuler à la présidente de l'Assemblée nationale que on veut voter sur la loi. Et j'ai beau ne pas apprécier Louis Boyard de base, là je trouve que c'est pas mal. C'est finement placé. Bon, il a dit d'autres conneries dans la même émission, mais là je trouve que c'est pas trop mal placé, hein. C'est en mode quoi? Je peux perdre de l'argent? Mais je m'en bats les couilles en fait, je vais continuer, même si j'ai plus d'indemnité, je vais continuer. Moi je trouve que c'est assez sport, ça c'est. Il n'y a plus qu'à mettre les actes en même temps que les paroles. Et là ce sera mieux. Et on va le citer parce que c'est très bien ce qu'il peut dire dans ce cas-là. On ne se taira pas tant que nous, députés, n'aurons pas le droit de voter sur la réforme des retraites. Et là, effectivement, les députés auraient dû avoir à voter sur la réforme des retraites. C'est aussi simple que ça. Là, 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 là. Ensuite, bah en fait, Yael Braun-Pivet, donc elle s'est fait traiter d'agent de l'Élysée, non seulement par Boyard, mais par d'autres personnes. Donc elle a gueulé en disant que Je ne reçois aucune pression, jamais. J'ai prouvé que j'étais une femme libre et indépendante. et c'est là où vous voyez que c'est vraiment une personnalité politique. Comment tu peux arriver à mentir comme ça devant à la radio en mode non mais je suis totalement libre et indépendante, hein, Le Canard enchaîné a fait 10 articles sur le fait que je sois une pauvre serpillière de Macron, que j'ai appliqué quand même le truc, même si j'ai essayé de passer au travers, etc. Mais non, je suis libre et indépendante, hein, c'est là vraiment. Pour mentir autant, il faut être soit dans la politique, soit influenceur Instagram, mais les êtres humains normaux ne peuvent pas mentir autant. N'essayez pas, c'est une cascade réalisée par une professionnelle. Ne réalisez pas la même chez vous, vous risquez de vous blesser. Un claquage neuronal est très vite arrivé. Eux, ils ne font que ça de leur journée, donc ils sont vraiment habitués. S'ils essaient de faire autre chose, comme réfléchir, ils n'y arrivent pas, ils se font un claquage neuronal. On voit très bien ce que ça donne avec une Ségolène Royal ou une Nadine Morano. Alors, eux, ils mentent comme des arracheurs de dents. Vous, n'essayez pas de faire pareil, restez intelligent. Chacun fait ce pourquoi il est le meilleur, hein, ou il est capable de le faire. Mais un truc comme ça, ne le faites pas. Heu, après tout ça, il y avait un autre truc. Je m'étais demandé pourquoi l'UMP, enfin, je vais jamais dire LR, hein, calmez-vous, enfin, République. Non, ils sont pas républicains. Mais donc, je me demandais pourquoi l'UMP ne s'est pas directement fait absorber par Renaissance. Et il y en a d'autres qui ont posé la question, et il y a des députés du gang Renaissance qui ont fait ouais, mais en fait, non, parce que nous, à la base, on vient de la gauche, on a trahi le PS pour venir, et on n'a pas envie qu'il y ait des traîtres de l'UMP qui viennent nous rejoindre. On ne veut pas siéger avec des mecs de l'UMP. Eh ben, je répondrai à ça. Ah oui, que vous voyez un peu l'aile gauche de la majorité monte les crocs. Et donc, je répondrai
cette idée de ah oui, on veut pas être avec l'UMP, je leur répondrai bah ouais, mais en fait, quand vous êtes dans un parti de traître, il faut pas s'étonner de prendre un coup de poignard dans le dos. Candolle. Oh là 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 là. On va aller lire un peu. L'aile gauche de la majorité montre les crocs dans la perspective d'une alliance avec LR. Mais combien pèse-t-il? Pas suffisamment pour un qui était Macron, semble-t-il. Et pour LR, il y a encore beaucoup trop de gauchistes dans la Macronie. Ce qui est quand même drôle. Par contre, si LR rentre, bah, il y aura peut-être moins de gauchos. Ah là là. Ensuite, vous voulez voir à quel point la première ministre en a rien à foutre de nos institutions? Malgré l'interdiction, Elisabeth Borne vapote à l'Assemblée et au Sénat, et cela agace les oppositions. Même moi qui suis fumeur, je trouve que c'est c'est juste une manière de dire je m'en fous des règles de la République. Je dirais même plus, les règles de la République, je les fume. Ce qu'elle a fait plusieurs fois. Mais ouais, c'est vraiment d'un dédain, d'un mépris absolu. En plus, vous pouvez le voir à sa tête là. Elle a toujours la même tête à l'Assemblée nationale. Je sais pas comment les gens se retiennent de pas aller lui dire un truc un peu genre un. Oh non, ouais, j'en ai une qui a fait la même tête là. Mais non, non, c'était même pas pire que Borne en fait. Mais ouais, ouais, non, elle fait une tête à chaque fois. Elle se fout de la gueule du monde en continu. Elle est en mode, je suis arrivé au poste de première ministre, je vous emmerde tous et je fais ce que je veux. Enfin. Ouais, non, non, on va pas casser la vapoteuse. Là 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 là. On va passer sur la rubrique de dernière minute de finir. Une rubrique de dernière minute qui concerne. Alors là, je pense qu'ils sont pas trop dans le chat, mais j'ai des abonnés qui sont très fans de Marcel Pagnol. Et bah, j'étais obligé de. C'est ni politique, ni machin, ni autre, mais enfin, c'est un peu politique, puis c'est de la gestion de la cité. Euh, le château de la Busine, donc qui donne le titre enfin, son titre au château de ma mère, enfin, pas de la mienne, mais le château de ma mère, le livre de Marcel Pagnol. Et ben, ce château qui actuellement est dirigé, enfin, est géré par Nicolas Pagnol, le descendant de Marcel Pagnol, et qui sert aujourd'hui de lieux culturels à faire des projections de films originaux, ce genre, enfin, des trucs quand même assez sympas, qui est bien dans son budget, enfin, qui est bien implanté en fait, qui fonctionne bien. Et ben, ils vont le transformer en maison de quartier. Voilà, la mairie nous vire. Pagnol congédié. Voilà. Malgré un bilan excellent, le petit-fils de l'écrivain et son équipe sont sommés de quitter le château de la Busine. Benoît Payan, maire de Marseille, souhaite confier ce lieu mythique, symbole patrimonial de la Provence, à une association ouvrière dont le cœur de métier est la gestion de centres sociaux. Voilà, 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 voilà. Et je cite même Nicolas Pagnol. La mairie de Marseille nous vire pour nous remplacer par une association ouvrière dont le cœur de métier est la gestion de centres sociaux et n'a aucune expérience en équipement culturel. Ils vont transformer ce lieu mythique du patrimoine de Provence en maison de quartier. Ce château n'est pas juste 4 murs et un toit, c'est l'histoire de mon grand-père. Bref, le patrimoine culturel français aux oubliettes. Même, et là c'est assez rare pour le dire, même quand il est avec un budget à l'équilibre. C'est pas un trou financier, hein. C'est juste, j'en ai rien à foutre de l'art. On est bien, hein. Bah, c'était la dernière info.
Je vais faire le speech habituel, vous vous préparez comme d'habitude. Si ce programme vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Surtout Facebook, ça marche bien. Et avec les hashtags, vous n'hésitez pas. Invitez à vos ennemis, à vos ennemis, non, à vos amis à rejoindre la faction et à regarder les t-shirts, pulls et autres rappels factieux dont je vous parle régulièrement. N'hésitez pas à m'envoyer des nouvelles dont je pourrais parler. Vous voyez, celle-ci, on aurait pu me l'envoyer, je l'aurais pris. Heu et je vous retrouve, lundi normalement pour, un prochain live. Lundi ou mardi, ça dépend parce que je vais être un peu occupé la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant. Ce ne sera pas dans le même décor, c'est peut-être pour ça que ce sera ou lundi ou mardi. Vous comprenez, certains comprendront, que je serai pas ici, mais même en vacances, et ben je ferai quand même des émissions parce que je suis sérieux. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Vous prenez soin de vous et soyez factieux. Allez, ciao et à bientôt pour certains.